permanent. Oui, alors la dernière fois, j'avais insisté sur l'idée de l'art de diriger un service ou une structure ou une entité, et en se disant, en se dotant d'un tableau de bord. Voilà, un tableau de bord équilibré. C'est-à-dire que on est garant de l'équilibre. Quand on est dirigeant ou entrepreneur, on est garant d'un équilibre. Mais on est aussi garant du déséquilibre, parce que c'est le déséquilibre qui crée l'action. Donc l'idée, c'est d'aller vers quand il manque un peu d'idées, ben, il faut se concentrer sur les idées. Quand il faut davantage sur les résultats, on met davantage sur les résultats. Et donc, si on doit aller davantage sur le sens, sur le pourquoi, sur la raison d'être, etc., ben, il faut se focaliser un peu sur cette ressource stratégique, cette réflexion stratégique. Et puis, comme c'est un art tout d'exécution, ben, il faut être bon sur les fondamentaux, etc. Donc, on jardine les talents, on jardine son écosystème. Et c'est ça notre métier de dirigeant, de chef en tant que tel. C'est ce que tu avais dit la dernière fois, quoi. La phrase de Gaulle reprise par Chirac, qui était de dire un chef, c'est fait pour cheffer. C'est pas pour tout faire, c'est fait pour créer les conditions de l'autonomie de ses collaborateurs. En un mot, c'est ça le sujet. C'est ça l'autorité, en fait. L'autorité, c'est à auctoritas, je fais grandir. Je fais grandir mes collaborateurs, je fais grandir mon entreprise, je fais grandir mon entité. Et pour la faire grandir, ben, faire preuve d'autorité, il faut déjà se l'appliquer aussi à soi-même. Alors, ce que je vous propose, c'est un nouveau tableau de bord, un nouveau champ, un espèce de La carte ne fait pas le territoire, mais enfin, elle y contribue quand même, parce que ça aide à avancer. Alors, vas-y, Jean-Christophe. Donc, quand on est un chef, ben, il faut s'adresser, il faut convaincre. D'abord se convaincre et ensuite convaincre les autres. C'est un travail tout d'influence. Et donc, il faut convaincre à la fois par le talent rationnel, la capacité à convaincre par la logique, par la capacité à adresser ce qu'on va appeler le cerveau pensant. Donc, il faut beaucoup de chiffres, il faut des tas de machins, etc. Et puis de l'autre, il faut s'adresser au cœur des gens, c'est-à-dire en fait au cerveau émotionnel. Donc, je ne reviens pas sur Damasio, mais grosso modo, c'est plus je pense donc je suis, c'est je pense, donc je ressens, et donc je pense, et je passe à l'action. Et donc, il faut donc s'adresser aux deux. Donc, une matrice en deux dimensions qui va être orientée horizontalement plutôt sur le temps, le stratège, le tacticien, la mission, la vision, les choses vraiment le hard, donc le bêta. Et puis, verticalement, un axe plutôt orienté sur la relation avec les hommes et les femmes qui sont avec nous. Et donc, entre moi et l'autre, une relation sur la mobilisation de l'humain. Et au milieu, toujours en ce qui me concerne, ces trois boules de billard qui sont colorés, qui sont les atouts et forces du dirigeant, l'atout et force des collaborateurs et l'atout et force de la situation par rapport à un contexte donné qui, évidemment, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, donc on le réinvente, on le repense systématiquement. Voilà. Mais au cœur de ça, c'est vraiment cette mobilisation sur les atouts et sur les ressources. Vas-y. Et donc, on a quatre dimensions particulières, quatre positionnements qui sont intéressants dans cette histoire. Je disais tout à l'heure, le leader, enfin en tout cas le dirigeant, l'entrepreneur, c'est celui qui veut maîtriser sa destinée, c'est ce que j'appellerais la souveraineté de soi. Et pour maintenir cette souveraineté de soi, il faut savoir qui on est. Et donc, je l'ai appelé le being, c'est-à-dire être et étant en situation d'être maître de sa vie et de se donner les moyens de l'être. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les écoles d'officiers ou les écoles stoïciennes ou les écoles antiques, c'était cette capacité, c'est le savoir-être. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi le développement personnel, etc. Mais ça, c'est la donnée de base. On investit beaucoup là-dessus à Saint-Cyr, on investit beaucoup sur la capacité à être un type bien et être d'être capable d'affronter l'adversité et donc de développer ses compétences. En espérant que ça ne se développe pas simplement pendant les années où on va être en école, mais au contraire, toute une vie avec cette logique du 1%, du 1% tous les jours, 1% meilleur, une meilleure version de moi-même un peu tous les jours. Et donc, on va essayer d'améliorer sa capacité à être légitime
au titre de chef. Alors, la légitimité, elle se gagne aussi sur le terrain, et donc c'est le doing, c'est-à-dire la capacité à être dans ce métier-là, à être un bon professionnel, à être bon. Donc, je gagne ma légitimité en situation. C'est le jeune sous-lieutenant qui sort de Saint-Cyr et dans la 317e section et qui se retrouve avec des gens beaucoup plus expérimentés que lui, qui sont en guerre depuis 15 ans et qui va devoir faire ses preuves. Et s'il fait un shoot topo et se plante, c'est très rapidement, il est délégitimé et la confiance ne sera pas là. Donc, c'est d'abord, comme disait Napoléon, il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas. Et donc, la deuxième logique, c'est d'être un bon faiseur, un maker, quelqu'un qui est sur le terrain et qui s'y met. En face, complètement de l'autre côté, on a le leader, c'est-à-dire cette notion d'une réflexion plus stratégique. Ce n'est pas simplement d'être bon tactiquement ici et maintenant, c'est d'être une capacité de se voir, ou en tout cas de s'imaginer dans un temps plus grand, plus long, etc. Donc, se penser à 2, 3, 4, 5 ans, de se penser dans la durée. Pas être omnubilé par l'instant présent, mais qui est évidemment créateur de tout le reste, mais aussi de se penser en capacité à se penser à moyen et long terme. Et puis enfin, entre les deux, c'est la capacité de transformation. Alors j'ai mis moving, alors je l'ai mis en anglais tout ça, à cause de ce mot moving. Moving, c'est l'idée de transformer, de mettre en mouvement. To move. Mais c'est aussi en anglais, c'est émouvoir. Donc ça donne cette double logique de dire, je transforme mon organisation parce que je la mets en mouvement. Emotion, c'est motion, c'est la même chose. Donc en jouant sur ces mots-là, on arrive à dire, ben, mon objectif, c'est de prendre un morceau de charbon et de le transformer en diamant. Il se trouve qu'entre les deux, il n'y a pas de différence de nature entre un morceau de charbon et un morceau de diamant. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'entre les deux, il y a eu des conditions de pression et de température différentes. Mais là, c'est la même nature. Donc moi, mon job, c'est de transformer de A vers B en permanence en étant dans une capacité homéopathique d'améliorer les choses pour passer d'une logique de capacité à faire à l'instant T, donc ça c'est quand c'est la crise, le machin, le truc, et puis de l'autre, d'arriver à transformer progressivement, chaque jour davantage, eh bien, mon organisation, mon entité pour la rendre meilleure parce que j'ai le sens d'une direction que je crée, d'ailleurs, pas forcément que j'ai pensé à l'avance, mais ouais, d'être dans le rêve et de son amélioration permanente. Vas-y Jean-Christophe. Alors si on va plus loin, donc c'est une série de couches successives comme des calques supplémentaires. Encore une fois, imaginez que vous êtes un pilote de chasse et que ce pilote de chasse, eh bien, il voit sur le cockpit ces éléments. Donc, couche supplémentaire, eh bien, c'est l'articulation entre la dimension individuelle et la dimension collective dans l'axe vertical, mais c'est aussi la symbiose entre la partie conception et la partie exécution. Donc, comme disait Foch, je préfère un plan mal ficelé mais bien exécuté qu'un très bon plan inexécutable. Donc, or, souvent, les bureaux des méthodes ou le taylorisme ont coupé la dimension de la conception et de l'exécution, donc ceux de la Tour d'Ivoire et puis ceux qui sont sur le terrain. En réalité, il faut rapprocher les deux de manière extrêmement forte. Et de l'autre, la dimension individuelle, je sais qui je suis, donc je peux m'adresser aux autres beaucoup plus efficacement. Alors, si on continue, eh bien, c'est là qu'on réintroduit les 4 S de Jean-Jacques François dans la matrice. Si on revient bien, ça veut dire que le sens est plus proche du leader, le suivi plus proche du manager, doing, le soutien appuyé, leader serviteur, et où le manager qui vient au soutien de ses troupes, et puis les solidarités, l'esprit d'équipage, l'esprit de corps dont je parlais tout à l'heure. Sinon, tout ça est un peu, a du mal à s'incarner. Donc, si on continue à mettre en place les éléments, vous pouvez vous l'appliquer à vous aussi, à titre personnel, du sens, du suivi, du soutien et des solidarités pour vous, le chef, pour éviter la solitude du chef qui se retrouve un peu à tout porter et en même temps, mais qui ne s'aime pas assez pour ça et qui ne se ressource pas, qui ne se redonne pas assez de sens et donc pour son plan d'action et qui célèbre ses propres victoires, etc., pour progresser, continuer à progresser dans la durée. Sinon, il va s'épuiser et donc affaiblir son potentiel à la fois
voilà, pas forcément professionnelle, mais en tout cas de sa capacité à animer et à repenser les choses. Donc pour revenir, ça donne quoi? Ça donne une capacité, la souveraineté de soi, c'est une sorte de sagesse. En face, ça apporte beaucoup plus, c'est le sentiment d'apporter de la valeur ajoutée en permanence, se poser des questions. Comment est-ce que je peux apporter de la valeur ajoutée à mon organisation, à mes personnels, etc. Et puis d'autre côté, c'est le chiasme tacticien-stratège. Le temps du tacticien n'est pas le temps du stratège. Et d'ailleurs, la stratégie militaire, vous savez qu'il n'y a que 15 décisions de toute la Deuxième Guerre mondiale qui ont un rapport avec un élément stratégique. Tout le reste, c'était plus ou moins de l'opération, enfin de ce qu'on appelle de l'opératif ou du tactique. Donc, or, souvent dans le privé ou dans les boîtes, on a toujours tendance à mettre de la stratégie partout. Non, c'est laisser à la stratégie ce qui est vraiment stratégie et le tactique au tactique. Voilà. Et pour rejoindre Simon Sinek, que j'aime beaucoup, c'est aussi se poser la question permanente du why, du pourquoi on fait ça, interroger la raison d'être, comment on le fait et qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire vraiment être au cœur de bien positionner les choses pour ne pas inverser les priorités. Alors si on continue, donc on a d'un côté un manager dans le premier cadran, ma légitimité de chef opérationnel, le manager opérationnel, donc se situe entre le being et le doing. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le jeune qui sort d'école, qui a été bien formé et qui vient faire et qui doit gagner sa légitimité en tant que tel, mais c'est son métier d'abord un ici et maintenant. Dans le temps, il va progresser vers un manager transformateur de son entité, donc amélioration continue, excellence 5.0, enfin tout ce que vous voulez, tous les outils possibles et inimaginables s'incarnent dans cette capacité à transformer son organisation. Il peut la transformer parce qu'il a intégré cette notion du leadership au sens étymologique du terme, je le rappelle, l'ACE, ça veut dire le seuil de la porte. Donc j'amène les gens vers l'inconnu. Et enfin, je l'incarne parfaitement parce que c'est là que j'ai du caractère. C'est le leader visionnaire et qui a le caractère pour le faire. Il ne lâche pas. Il sait où il va. Il sait qu'il a la conviction qui est la bonne et il ne lâche pas. Comme disait je ne sais plus qui, ce n'est pas les idées qui changent le monde, ce sont les caractères. Et c'est là que le leader, véritablement, qui n'a pas suffisamment fait fructifier sa propre personnalité, sa propre, etc., n'est pas un leader authentique au sens propre. Il a des idées, mais il n'est pas incarné au sens véritable du terme. Ça ne veut pas dire bourrique, ça ne veut pas dire un ego de gorille. Ça veut dire véritablement cette capacité à tellement croire à ses rêves qu'il peut emporter tout le monde avec lui, mais avec méthode. Alors si on rajoute encore des couches, on va dire à gauche la vision, le cap, à droite le contrat de confiance, en bas la co-construction et l'engagement sur un axe entre l'art de l'exécution et l'art de la conception. Encore une fois, qui sont de plus en plus entremêlés, puisque plus les choses avancent, plus on s'aperçoit que les choses vont ensemble. Voilà. Et si tu rajoutes encore, eh bien, on a à gauche ce qu'on va appeler l'excellence décisionnelle de l'intelligence de la conception et de l'autre, l'excellence opérationnelle, intelligence de l'exécution. Et si on va encore plus loin, ça c'est Olivier Zara qui met pas mal ça en avant, c'est cette dimension d'une approche complexe et holistique, systémique, qui s'adresse davantage à des considérations de leadership, alors que tout ce qui est compliqué est davantage une approche analytique et logique et concerne davantage le doing. Et entre les deux, ce management paradoxal du et, c'est-à-dire c'est pas mais, on cherche pas des compromis, on cherche des et. C'est ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe sur le financement. L'idée, c'est de faire gagner les deux et pas de trouver un compromis qui ne satisfasse personne. Et là, on retrouve la pensée de Taleb, dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire c'est la théorie des haltères. Je cherche davantage les opposés en tant que tels plutôt que des moyennes qui ne satisfont personne. Donc voilà, donc c'est vraiment une logique de couches supplémentaires qui viennent s'adresser. Alors si on va encore plus loin, eh bien, il faut que tout ça s'équilibre avec de la terre, du feu, de l'eau, de l'air. Voilà, il faut tous ces éléments se combinent pour être certain qu'on est bien, voilà, on équilibre bien le modèle
en tant que tel. Donc, il faut du feu, on agit, mais après, il faut jardiner pour être capable de faire en sorte que les équipes prennent leur autonomie, soit progressent, etc., 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 ou se réadaptent. On remet un peu d'eau parce qu'il faut que l'information circule, etc., etc. Bref, ça, c'est juste à titre de mise en cohérence du modèle. Alors, si je dois l'appliquer rapidement, vas-y. Donc voilà, ça c'était ce que je m'étais créé en 1999. Je me suis levé un matin et je me suis dit, voilà ma carte personnelle de chef. J'étais capitaine à l'époque, capitaine de gendarmerie en école d'officier et je devais. Voilà. Et donc j'ai mis un certain nombre de choses en ce qui me concerne le chef, la personnalité, en gauche le chef opérationnel, sens du terrain, savoir décider, commander des hommes, l'autre la capacité à transformer, mobiliser les ressources, en haut, comment réfléchir à une pensée stratégique, philosophique, c'est une curiosité, une capacité à, voilà, les principes de la guerre, concentration des efforts, économie des forces, liberté d'action, eh bien, ce sont des éléments qui structurent ma capacité à penser plus loin. Voilà. Et ça, c'est ce modèle que j'ai petit à petit amélioré au fur et à mesure du temps. Vas-y, donc voilà, pour montrer. Et donc, si on devait faire un point à titre personnel, on se dit, ben, comment est-ce que moi je peux appliquer ce modèle-là? Et donc, il y a un certain nombre une petite carte personnelle. Où est-ce que j'en suis, moi? Alors, je vous donne quelques exemples. Un lieutenant qui sort d'école de Saint-Cyr, on l'a bien formé sur le Bing. Il a sauté en parachute, il est allé en Guyane, il a fait les stages les plus durs du monde, il a appris à commander, il en a pris plein la figure aussi, il a été bizuté. Enfin bref, on l'a pas mal chahuté pour qu'il devienne un produit correct. Donc, il a une dimension assez haute sur les sujets. Donc, il est relativement bien équilibré. Il va beaucoup s'accentuer sur le doing. On attend de lui qu'il soit un professionnel. Et tout de suite, ça se traduit par des morts. Quand on est un lieutenant et qu'on n'est pas bon, c'est quand même, on est assez vite confronté au réel. Donc, on a vraiment obligation d'être un bon professionnel et d'avoir des savoir-faire tactiques et techniques extrêmement poussés. Et puis, on met un peu de rouge. Attends, reviens en arrière. Donc, on lui met un peu de rouge, c'est-à-dire qu'on lui apprend quand même à mobiliser les ressources. On lui fait quand même du management de son sens classique. On lui apprend les métiers futurs. Enfin, on forme le futur général dans le lieutenant. Donc, c'est du lyophilisé pour l'instant. Et un peu d'éléments de stratégie. On lui apprend les principes de la guerre, l'héritage napoléonien, Foch, enfin bon, les grandes batailles, l'histoire militaire, pour qu'il soit pas que avec sa section de 30 hommes, mais qui pense déjà voilà. Et puis après, il vieillit un peu, il devient officier supérieur, donc commandant. Il va passer l'école de guerre à ce moment-là. Et là, on voit bien que ça se décale. On lui demande de plus en plus d'aller vers la transformation des organisations, de plus en plus grande. On commence à lui inculquer davantage de savoir-faire stratégique en bleu, mais on voit qu'au niveau du Bing, ça a baissé. C'est un peu la tranche des 35-45 ans, c'est-à-dire un peu où on s'oublie, parce qu'on est un peu écrasé de charges extérieures, etc. Et c'est plus l'intérieur qui nous motive. Donc on est un peu en train de perdre pied, alors qu'on doit justement être mobilisateur de ressources. C'est un peu la courbe en U de pas mal de monde. C'est-à-dire qu'au début, on est tout feu, tout flamme, puis on est principe de réalité, des organisations, du taylorisme, on baisse. Mais il va falloir repartir, parce qu'il va falloir réinvestir en soi pour repartir ensuite vers le général, qui lui, normalement, est un peu moins dans le doing, mais il est beaucoup plus dans la capacité à penser l'avenir et à mobiliser des troupes de plus en plus grandes, parce qu'il a réinvesti une partie de sa réflexion sur lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est réensourcé, il s'est redonné la priorité. Et c'est en se redonnant la priorité qu'il peut redonner beaucoup plus à son organisation et prendre du recul, voilà, etc. Il se connaît beaucoup mieux. C'est pour ça d'ailleurs, statistiquement, si vous regardez les grandes inventions, si vous regardez aussi les gens qui réussissent vraiment à lever des fonds et à vraiment réussir dans le business, ils ont plutôt 50 ans que 22. Voilà, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à faire passer l'ensemble de cette canalisation de l'énergie, d'expérience, qu'ils en ont pris aussi plein la figure. L'expérience, c'est quoi? C'est expirer, c'est enlever la peur. Parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses, mais je suis devenu beaucoup plus efficace. C'est pour ça que le Bing remonte par rapport au reste et je prends du recul en tant que tel. Voilà, je crois que c'est fini. Donc voilà, je voulais
voilà, je voulais vous dire que voilà, raisonner, donc l'art de diriger au sens propre, à un art de se diriger, parce que c'est en repassant par soi qu'on redevient, qu'on actualise sa pensée, son action, sa capacité d'action, son énergie d'action, sa capacité mobilisatrice, etc., etc. Et beaucoup trop de gens, je vois, s'épuisent en tant que tel. Or, si on revendique des capacités de direction, pour faire le lien avec ce que disait Jean-Christophe dans la vidéo précédente, tous les VC que j'ai vus ou tous les investisseurs m'ont tous dit, de toute façon, il n'y a que trois trucs qu'on surveille, trois trucs qui nous intéressent quand on veut investir, c'est le manager, le manager, le manager. En un mot, l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'entrepreneur. Le bonhomme ou la dame, le bonhomme, le bonhomme. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'investis davantage sur l'art de diriger, sur le dirigeant, sur lui, plutôt que sur le reste, qui est une conséquence. Principe d'ubiquité. Voilà, les amis. Merci Laurent. Alors effectivement, hein, les investisseurs disent qu'ils veulent le manager et nous, on cherche l'entrepreneur. Donc ça fait une petite différence entre eux et nous. Et que veux-tu? Mais la clé est toujours la même, les personnes qui font des choses. Et cet art de diriger, toi qui as maintenant atteint l'âge du général ou pas loin, euh, Copains qu'est-ce pour moi, que c'est tu, généraux. qu'est-ce que tu décris comme étant la bonne pratique, tu vois, quand on a ces entrepreneurs qui commencent effectivement à avoir beaucoup d'expérience et en même temps qui se sont oubliés dans l'action parce qu'il y a eu le feu, parce que c'est usant, parce que c'est aussi l'âge où les enfants sont jeunes, parce qu'on a à jongler avec la famille, l'entreprise et qu'on s'oublie à titre personnel. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil aux gens qui sont dans ce moment-là quelque part? Alors, il a été un peu mis en avant. D'abord, ne jamais remplir son agenda à 100%, le laisser respirer. Et deux, mettre en place des rendez-vous avec soi-même, ce qu'on appelle des moments où il faut impérativement prendre du temps pour soi. Rendez-vous avec soi-même, ça veut dire, voilà, je me prends 2 heures à tel endroit, à tel moment, peut-être quand j'en ai besoin ou systématiquement. Si c'est pas mis à l'agenda, de toute façon, ça sautera. Donc, il faut le mettre à l'agenda. Et des rendez-vous avec soi-même, ça veut dire, ça peut être un moment déjà de sieste, ça peut être un moment de méditation, ça peut être un moment de lecture de philo, ça peut être un TED, ça peut être ces petits moments voilà, on investit dans enfin, je m'apprends, je m'écoute. Je prends 2 heures pour voir où j'en suis, comment je me sens, comment est mon corps, est-ce que j'ai de l'énergie ou est-ce que je suis juste, j'ai besoin de cocaïne, quoi. En un mot, ça veut dire, est-ce que j'ai de l'énergie par moi-même? Où est-ce que j'en suis? Et donc, d'une certaine manière, et ensuite, d'aller chercher des idées à droite, à gauche, de se ressourcer par deux, trois vidéos de temps en temps, etc. Des rendez-vous avec soi-même, c'est indispensable. La vie est un marathon. C'est un marathon de plus en plus dur en plus, parce qu'on est de plus en plus sollicité, de plus en plus endetté, enfin, de plus en plus pressé, beaucoup moins certain qu'avant par rapport au temps, etc. Donc cette incertitude, elle ne se gère pas avec des certitudes, elle se gère avec une capacité à rebondir, une capacité de résilience, ou même, on en a parlé la semaine dernière, d'antifragilité. La différence entre la résilience et l'antifragilité, c'est que l'antifragilité, c'est non seulement j'absorbe la crise, mais j'en sors meilleur, ce qui est différent de la résilience. La résilience, je reviens là, au niveau où j'étais avant la crise. Donc le sujet, c'est voilà, et alimenter ça, ça veut dire des rendez-vous avec soi-même, c'est lire un peu de philo, d'être un peu curieux, de s'écouter, voilà, de se donner un peu de temps pour soi. Et ensuite, voilà, les choses suivront.